Et nous sommes donc à 5 jours du premier tour des élections régionales. Je suis avec Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Nous Citoyens qui sera donc finalement présent dans 3 régions. Tout à fait. Nous sommes le seul mouvement citoyen à pouvoir afficher 3 listes, une dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie, une en région Île-de-France et une en Rhône-Alpes-Auvergne. Vous avez finalement renoncé à Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un moment, il en était question. Alors, il y aurait eu manière de faire, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire comme beaucoup d'autres partis, c'est-à-dire s'acoquiner avec des gens qui ne leur ressemblent pas pour faire en sorte de pouvoir présenter des listes. Ce n'était pas notre optique. Notre optique, c'était d'aller là où nous pouvions défendre nos idées et rien que nos idées. Et ça s'est traduit par 3 listes, mais qui quand même représentent près de la moitié de la population française. Le FN est en nette progression, on l'a vu. Il est donné gagnant notamment en PACA et dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie, où vous êtes donc présent. Il faut, comme le dit Manuel Valls, faire barrage au FN à tout prix. Faire barrage à tout prix au FN, bien évidemment, mais malheureusement, j'ai presque envie de dire c'est un peu tard. C'est-à-dire que ces gens-là qui finalement sont les responsables de la montée du FN, quand je dis ces gens-là, je ne parle pas de Manuel Valls, je parle de 40 ans de politique que je qualifie de stratégie de la paresse, qui a fait qu'on n'a rien résolu dans ce pays, qu'on a accumulé les frustrations, qui se traduit par un symptôme de mal-être qui s'appelle le FN. C'est pas parce qu'on n'ira pas voter à une élection ou qu'on votera contre le FN à tout prix qu'on résoudra les problèmes. Attaquons-nous aux vrais problèmes et le FN finira par disparaître. C'est en ne s'attaquant pas au sujet que le FN continue à faire en sorte d'exister et de prospérer. Alors, les vrais problèmes, donc, c'est quoi? Le chômage, problèmes économiques, problèmes sociaux? Les problèmes, c'est bien évidemment à commencer par le chômage de masse. Nous, notre slogan, si je puis dire, c'est réconcilier prospérité et solidarité. Nous ne pouvons avoir une bonne politique de solidarité que si on a une économie qui fonctionne bien. Donc il faut libérer les freins à la création de richesses, tout en faisant en sorte de mettre l'humain au cœur du sujet. Et puis derrière tout ça, il y a bien évidemment faire en sorte d'avoir une intelligence et un courage de la réforme politique. 40 ans de gestion politique de la paresse, c'est aussi 40 ans de renoncement, parce que nous avons une vie politique qui n'incite pas les hommes politiques de carrière à prendre des risques et donc à ne pas faire les réformes. Si on ne bouge pas tout ça, on ne changera pas. Et quand on voit Mme Le Pen, comme tous les autres d'ailleurs, profiter du système dans lequel elle est, faut clair, Mme Le Pen, elle est payée par l'Europe, quel combat. Mme Le Pen, c'est quand même la fille d'une dynastie. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est très légitime. Mme Le Pen n'a jamais vraiment travaillé. Elle a été avocate je ne sais pas combien d'années, mais elle ne connaît pas vraiment les différents sujets. Nous, citoyens, c'est un ensemble de bénévoles, de gens de la société civile qui ont l'expérience et qui sont en train de préparer une plateforme pour pouvoir mettre en place des réformes concrètes pour le pays. La loi Macron, ça va dans le bon sens. Les lois pour la compétitivité aussi des entreprises. Nous, citoyens, est un mouvement de la société civile, vous le dites, donc pour remettre en fait l'entrepreneuriat au premier plan. L'entrepreneuriat, mais aussi la gestion du dialogue social en mettant de côté les postures idéologiques. Si on avait un cessez-le-feu idéologique sur le dialogue social, nous pourrions avancer, ce qui n'est pas le cas. Et effectivement, la loi Macron, pour nous, représente un tout petit pas, mais une avancée gigantesque dans la volonté de réforme. Notamment, il y a une mesure de la loi Macron que je retiens, moi, c'est la libéralisation des autocars, des lignes d'autocars, qui vont permettre peu ou prou de désenclaver certaines régions en rendant les transports moins chers. Mais quand vous voyez qu'il a fallu 6 mois pour se mettre d'accord sur l'ouverture de 5 dimanches de plus dans les magasins, mais M. Macron, malheureusement, est empêché. On l'empêche de faire des réformes parce qu'il appartient à un gouvernement qui n'a pas été élu pour cela, qui n'a pas été mis en place pour ça. Mais ce sont les syndicats là qui sont pointés. Mais de toute façon, le fonctionnement syndical, ça ne marche pas bien. Les syndicats, il faut le rappeler, représentent 8% des salariés. Ils représentent pas du tout les chômeurs. Ce qui explique alors que la formation professionnelle finance une partie des syndicats qui ne peuvent pas vivre de leurs seuls adhérents. La formation professionnelle ne va pas aux personnes qui en auraient besoin. La formation professionnelle, c'est une compétence de la région. 13% des sommes de la formation professionnelle vont à ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est pas normal. Il faut faire en sorte d'avoir des réformes qui permettent une accession à l'emploi, une formation qui en ont besoin, une réforme du dialogue social par une réforme syndicale en donnant aux syndicats le moyen de vivre de leurs adhérents. Alors ce matin, Pierre Gattaz a pris clairement position contre le FN. On va l'écouter et on se reparle après. Mon problème, c'est pas le Front National. Mon problème, c'est la politique économique du Front National, qui me rappelle la politique de l'extrême gauche et qui me rappelle celle du programme commun de la gauche de 1981, qui nous a conduits dans le mur. Lorsque n'importe quel parti politique me dit on va se recroqueviller sur nous-mêmes, on va passer au franc français ou on va revenir à 60 ans pour la retraite, que ce soit FN ou pas FN, je considère que c'est très dangereux pour le pays sur le plan économique. Tous ces gens, en réalité, sont là sur commande.
On leur a donné l'ordre d'aller monter au créneau pour tenter d'empêcher le Front National de gagner. Mais que penser quand même d'un président du MEDEF qui n'ose même pas venir débattre avec moi? S'il est si sûr de lui qu'il vienne débattre avec moi, il ne le veut pas. Voilà, il ne le veut pas parce qu'il n'a rien à dire, parce que les arguments qu'ils utilisent sont des arguments totalement caricaturaux qui peuvent être démontés en l'espace de 5 minutes. Éric Delannoy, votre réaction quand vous entendez ça, vous êtes d'accord avec le patron du MEDEF ? Je suis d'accord avec le patron du MEDEF, non pas parce qu'il est patron du MEDEF, parce qu'il fait preuve de bon sens et qu'il tire une sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, les entrepreneurs sont inquiets. Enfin, il est clair que débattre avec Mme Le Pen, c'est compliqué, puisque Mme Le Pen ne sort que des slogans et dit ce que les gens veulent entendre. Quand on regarde son programme, c'est un programme de repli sur soi, qui va dans le sens de cette volonté légitime d'un certain nombre de Français d'être rassurés dans un contexte très anxiogène. Mais c'est pas parce qu'on doit rassurer les gens qu'il faut dire n'importe quoi et l'ériger en programme politique. Si on prend la mesure phare de Mme Le Pen, qui était la sortie de l'euro, c'est la paupérisation mécanique de la France. Et en plus, par rapport aux différents engagements que nous avons, c'est juste pas possible, on va dire, juridiquement. Donc on est dans un système où si Mme Le Pen arrive au pouvoir d'une quelconque manière, il y aura un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, qui est la confiance, qui va être rompu. Et n'oublions pas que sur les 2000 milliards de dettes de notre pays, 70% sont détenus par les étrangers. Si les créanciers étrangers ne nous font plus confiance, nous allons vers de graves problèmes. Et mettre au pouvoir des gens irresponsables, c'est faire en sorte que les gens avec qui nous travaillons et nos créanciers ne nous fassent plus confiance et accélérer notre catastrophe. Quand on regarde les différents sondages, on s'aperçoit que le FN devient la troisième puissance politique, le troisième parti du moins de notre pays. Il faut beaucoup de moyens pour faire une campagne électorale. Il faut beaucoup de moyens parce que vous avez les imprimeurs qui sont les premiers à profiter, entre guillemets, d'une campagne. Avoir un imprimeur, c'est compliqué, d'abord parce qu'il y a des pressions, et ensuite parce qu'il faut avancer l'argent tout de suite. Nous sommes un parti qui est récent, nous avons 2 ans et demi d'existence, nous n'avons donc pas de subventions, nous sommes donc tributaires de tous les dons de ceux qui veulent nous soutenir, et nous ne pouvons pas faire des campagnes au même titre que tous les autres. Nous avons actuellement 10 fois moins de moyens qu'un parti socialiste, par exemple, dans le nord de la France. Ce qui fait que la conséquence immédiate, c'est qu'on nous voit moins, c'est qu'on a moins d'affiches, on a moins de professions de foi, et donc on ne peut pas avoir de plus d'adhérents, et tout s'appuie sur la bonne volonté de gens qui ont envie que les choses changent. Donc on a 200 personnes qui battent le pavé depuis 3 semaines dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie pour faire en sorte de véhiculer nos idées. En Ile-de-France, vous êtes également présent. Selon un dernier sondage pour LCI, Le Figaro et RTL, la gauche qui préside la région depuis 1998 pourrait la perdre au profit de Valérie Pécresse. Ça vous étonne ? Ça m'étonne, oui et non, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la gauche s'est un peu décrédibilisée sur sa gestion des régions. Maintenant, Valérie Pécresse, ne serait-ce que quand elle fait en sorte de trouver des économies de la région en voulant tout de suite nommer dans les grandes régions des présidents délégués, c'est-à-dire faire en sorte que mes petits copains continuent à avoir des postes, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Il est clair qu'en Île-de-France, comme en Rhône-Alpes, comme dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il est clair que nous avons regardé les comptes de chacune des régions et nous souhaitons faire des économies en mettant en place des synergies et faire en sorte de profiter de ces grandes régions pour faire en sorte qu'elles fonctionnent mieux en s'occupant des problématiques régionales. Nous ne sommes pas préoccupés par la présidentielle, nous ne sommes pas préoccupés par la primaire. Nous mettons en place des listes de personnes qui, dans chaque région, veulent s'occuper de leur région. Quand on écoute Claude Bartolone qui appelle les électeurs à défendre la République et ses valeurs, on a effectivement l'impression que les thèmes régionaux ont été oubliés, du moins pour cette reprise de campagne. C'est vrai, alors le contexte, il est malheureusement très compliqué, l'ambiance n'est pas très bonne. Il est clair que la sécurité ne fait pas partie des thèmes de campagne. Quand Marine Le Pen dit qu'il faut mettre les migrants à la mer, c'est pas partie des thèmes de campagne. Donc on est obligé malheureusement d'être au diapason de l'actualité, là où les Français veulent être rassurés. Sur les sujets sociaux comme cela, nous avons également des idées. Sur notre site, nous avions mis en place 6 ripostes citoyennes qui consistent à être dans la même logique. L'État ne peut pas tout résoudre. Nous avons des forces de l'ordre exemplaires, mais elles sont épuisées. Nous devons nous appuyer sur les citoyens pour faire en sorte d'avoir une riposte citoyenne au terrorisme. Et je voudrais dire que les attaques actuelles vis-à-vis de Schengen ou vis-à-vis de l'Europe dans ce moment-ci est une véritable aide pour le terrorisme qui, lui, est international. Juste une petite remarque. Comment peut-on convaincre les Français qu'il serait plus facile de sauvegarder 35 000 km de frontières nationales alors que l'on dit qu'on n'est pas capable de sauvegarder 14 000 km européennes? La synergie, elle est là. Il y a une institution qui s'appelle Frontex,
Les Français ne savaient pas ce que c'était il y a 3 semaines. Oui, c'est vrai. Donnons les moyens à Frontex de protéger les 14 000 kilomètres de frontières européennes, alors que les souverainistes, eux, dont Mme Le Pen, veulent revenir aux frontières nationales, c'est-à-dire multiplier par 3 les frontières. Comment peut-on convaincre que ça sera plus facile de les protéger? Ça n'a pas de sens. Il faut revenir sur du bon sens. Quid de cette polémique sur l'état d'urgence? Manuel Valls le défend. On l'accuse de trop en faire, que cet état d'urgence soit un peu abusif et permette de faire d'autres choses que de lutter contre le djihadisme. C'est très compliqué de rentrer dans ce débat-là. Il y a quand même un point qu'il faut quand même considérer. C'est que si l'état d'urgence avait été mis au lendemain du 7 janvier, avant le 11 janvier, probablement que nous n'aurions pas vécu ce que nous avons vécu le 13 novembre. Ça veut dire que l'état d'urgence, je suis d'accord pour dire que c'est probablement la mesure qu'il faut, à la fois pour démanteler les réseaux et pour faire en sorte de protéger ses citoyens. Maintenant, quand on est dans un état d'urgence, c'est-à-dire quelque part dans des mesures très exceptionnelles, sauvegardons une certaine forme de vigilance citoyenne pour être sûr que ça ne tombe pas entre les mains de personnes qui seraient peu recommandables. Et je préfère l'état d'urgence aux mains de M. Valls que l'état d'urgence aux mains de Mme Le Pen, qui n'arrête pas de dire qu'elle va arrêter les subventions de journaux qui la critiquent. Ça, c'est pour la Voix du Nord, effectivement, dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Éric Delannoy, d'avoir été avec nous. Restez avec nous donc, sur LCI, puisque le 14-17 continue.